Nicole Bardou, je suis présidente et fondatrice de l'association A10. Les troubles 10 sont des troubles de type neurodéveloppementaux et qui vont toucher à la fois le fonctionnement cérébral, l'agencement cérébral, l'orchestration cérébrale, mais qui peuvent aussi toucher la motricité, les capteurs de proprioception et la sensorialité. On en connaît des grandes familles comme la dyslexie, comme la dysphasie, comme la dysgraphie, mais là qui va toucher plus la motricité. Mais il peut aussi y avoir des atteintes attentionnelles, des troubles de déficit attentionnel, avec hyperactivité qui sont d'ordre psychiatrique, et ça peut aller jusqu'à des troubles du spectre autistique avec douance, surdouance ou sans. Ces troubles peuvent être plus ou moins associés en petite quantité, 2-3 troubles associés, relativement légers, mais ils peuvent être beaucoup plus prégnants avec bien plus de troubles associés, et souvent on en voit qu'un ou deux qui sont plus apparents, et il faut aller chercher les autres pour savoir que ça va influencer l'individu, qui aura plus de peine à compenser s'il a beaucoup de troubles importants que s'il en a peu qui ne sont pas importants. Alors, il y a deux grands types de troubles 10 dans la mesure où on ne va pas s'adresser au même dysfonctionnement. Donc, la dyslexie, tout d'abord, a trois grands foyers. La dyslexie d'ordre phonologique, les sons du langage qu'entend le cerveau seront mal discriminés. Après, il y a la dyslexie d'ordre visuel, qui touche que seulement 9% des individus, c'est la dyslexie d'Einstein, et ça va être en rapport avec le balayage visuel et l'automatisation du langage écrit. L'oral ne sera pas touché. Et il y a 20% d'individus qui ont les deux voies d'adressage qui sont touchées. Ça concerne la dyslexie. On va être sur du trouble cérébral, pur et dur en communication. Si la dysphasie qui concerne le langage oral est importante, on peut aller jusqu'au bégaiement, et là aussi c'est un peu comme si le cerveau bégayait à l'entente des sons, mais ça peut aller jusqu'au bégaiement pour parler. Il faut voir le discours d'un roi, le film qui est extraordinaire sur ces troubles de dysphasie. Après, il y a les troubles dits d'attention, troubles de déficit attentionnel, qui vont être avec ou sans hyperactivité. Avec hyperactivité, il y a une dimension psychiatrique qui demande un traitement médical de façon à ce que la personne ne s'épuise pas parce que son cerveau est toujours en hyperagitation. Il peut y avoir en plus des troubles de mémoire ou de fluidité de mémoire. Et là, on va être dans nos grands troubles neurodéveloppementaux de type cognitif. Mais associé à tout ça, il y a des problèmes autres qui vont toucher plutôt la motricité. Donc on va rentrer, ça ne se dit plus du tout, dans les troubles de dyspraxie. C'est un terme complètement dépassé, les Nord-Américains ne veulent plus en entendre parler, ils appellent ça un trouble déficitaire de la coordination. Donc la motricité fine, la coordination, la latéralisation et l'équilibre et les capteurs de posture sont altérés. C'est-à-dire que les personnes vont avoir le mal de mer quand ils ne bougent pas. Et tout ça est lié au chef d'orchestre, toujours le cerveau, qui va essayer de se débrouiller à organiser ça pour que ça fonctionne du mieux possible. Et tous ces troubles peuvent être ensemble, et il peut y avoir des troubles encore plus importants qui vont être des troubles de type troubles du spectre autistique, où là, carrément, c'est l'agencement cérébral qui est modifié. Les structures anatomiques du cerveau sont modifiées, et là, la perception est très altérée, de même que des zones de fonctionnement du cerveau vont être complètement exacerbées aux dépens de d'autres qui ne fonctionneront pas bien du tout. Enfant ou adulte, le processus est à peu près le même.
Il y a 4 grands bilans à faire. Il faut bilanter les muscles oculomoteurs, donc les muscles qui servent au balayage. Quand j'ai parlé de la dyslexie visuelle ou de surface, ça correspond vraiment à ça. Ça ne correspond pas à la vue antéro-postérieure. C'est vraiment le balayage et les muscles oculomoteurs qui sont concernés. Donc un bilan d'orthopsie. Il faut un bilan d'orthophonie pour savoir s'il y a dyslexie, dysphasie ou s'il y a d'autres problématiques en rapport avec le langage ou l'orthographe. Un bilan de psychomotricité pour les plus jeunes ou d'ergothérapie pour les un petit peu plus grands qui permet de quantifier les troubles de coordination, de motricité, de graphisme, de dysgraphie et tout ce qui va correspondre aux capteurs de l'équilibre. Et pour finir, un bilan neuropsychologique qui va permettre, il ne faut surtout pas s'arrêter au WISC-5 qui est ce qu'on a... Tout le monde connaît sous le QI, mais il faut faire ce QI, mais il faut aussi surtout aller voir s'il y a des troubles attentionnels et des troubles mémoriels. Et même si ce bilan n'est pas, comment je dirais, conforme, ce qui compte, c'est de savoir s'il est homogène ou hétérogène, parce que s'il est hétérogène, ça signe un trouble neurodéveloppemental. Après, quand on bascule dans les troubles du spectre autistique, il y a ce qu'on appelle l'ADIR et l'ADOS, qui sont des tests randomisés par les structures spécialisées dans l'autisme. Et là, après, quand tous ces bilans sont faits, c'est un médecin qui doit collecter toutes les informations et avec ces informations, qui pourra poser définitivement ou pas le diagnostic. Alors la réponse est oui. Bien sûr, on sait mieux les diagnostiquer qu'autrefois, ce qui va augmenter officiellement le nombre de personnes. Mais même si on sait mieux les diagnostiquer qu'autrefois, et même s'ils ont toujours existé, actuellement, en particulier pour les troubles du spectre autistique et même pour les grands TND, il y a 2 grandes causes qui s'avéreraient les augmenter. Une dont on est sûr, c'est la grande prématurité des enfants qu'on arrive à sauver maintenant et qui n'existaient pas dans les générations précédentes. Toujours est-il que les troubles neurodéveloppementaux aussi sont pratiquement au stade de l'épidémie sur le continent nord-américain, en particulier pour les troubles du spectre autistique, à cause de la toxicité environnementale et des polluants auxquels les mères sont soumises. Donc cette augmentation, elle est reconnue avec des études internationales et on est plutôt environ à 300%. Et cette épidémie qui est déjà reconnue chez eux arrive chez nous. Eh bien oui, plusieurs chromosomes ont été identifiés et même si, comme je l'ai déjà expliqué, les polluants ou des agents extérieurs peuvent augmenter les troubles neurodéveloppementaux, il est certain que la dyslexie et d'autres types de troubles comme les TDAH, troubles déficit attentionnel avec hyperactivité, sont génétiques. On retrouve plusieurs chromosomes de concernés et par conséquent, très souvent, en diagnostiquant un enfant, on arrive à comprendre pourquoi le grand-père était un original, avait des difficultés et que finalement, c'est qu'il était dyslexique non diagnostiqué. Alors, les conseils sont très courts. Quand on veut savoir, c'est comme les champignons, quand on les aime et qu'on les cherche, on les trouve. Quand on veut savoir, on peut toujours savoir. Donc, en assumant et en sachant, souvent, on va mieux. Donc, quelqu'un qui a des troubles 10 et qui est dans le déni de ses troubles 10 les compensera beaucoup plus difficilement et sera beaucoup plus malheureux dans sa vie que s'ils sont connus et s'ils sont assumés. Donc, la première chose à faire, c'est se connaître. Connais-toi toi-même. La seconde chose, c'est en se connaissant, essayer de trouver des outils qui soient plus efficaces parce que du coup, on se fatigue moins et du coup, on est moins insupportable avec les personnes qui sont autour. Et ensuite, plus on les compensera, mieux on se connaîtra. La génération suivante sera moins touchée et la génération suivante permettra surtout plus de tolérance, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui.